Salut, bienvenue sur Patchwork. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis actif sur YouTube, et pour la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous faire un petit bilan de ces quasi 2 ans d'activité. Je vais pas vous parler des vidéos en elles-mêmes, mais j'aimerais partager avec vous l'état de mes réflexions sur la plateforme, ce que je pense y accomplir, ce que je n'y accomplis pas, et toutes les dynamiques auxquelles on est soumis en tant que créateur. Du coup, ce sera une vidéo un peu brouillonne, qui mélange mon expérience, un peu de théorie, et beaucoup de questions que je me pose. D'une certaine façon, cette vidéo c'est un peu ma note d'intention, donc si vous me découvrez et que ce que je vais vous dire vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, histoire de pas manquer la suite. Je sors environ une vidéo par mois, et je traite de tout un tas de sujets, qui mêlent science, scepticisme et politique. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur la plateforme Utip. Si vous appréciez mon travail et que vous en avez les moyens, et seulement à cette condition, vous mettez pas dans la merde pour moi, vous pouvez m'aider à financer ce projet. Votre soutien m'est très important, et c'est grâce à vous que je me motive à faire ce que je fais sur cette chaîne. Mais du coup, qu'est-ce que je fais ? De la vulgarisation ? Ou alors, est-ce que ça serait pas de l'éducation populaire ? Personnellement, je pense pas. Je crois pas qu'on puisse comparer mes contenus à de l'éducation populaire. C'est pas par humilité que je dis ça, comme s'il y avait un niveau à atteindre que j'aurais pas, mais pour des raisons politiques, sur la base de ce qu'une plateforme comme YouTube permet de faire ou pas. En l'occurrence, je pense pas qu'il soit possible de faire de l'éducation populaire sur YouTube, et ça vaut aussi pour Twitch et Twitter. Cette position, je la défends pas sur la base d'une définition officielle de l'éducation populaire, qui interdirait formellement de la pratiquer sur YouTube. À vrai dire, une définition comme ça existe pas, et c'est sans doute pas plus mal. Par contre, les différentes manières de penser l'éducation populaire ont des implications politiques qu'ils ne font à mon avis pas négliger. Les courants qui se sont emparés de cette pratique vont de l'Église catholique au mouvement ouvrier, et vous comprendrez que d'une approche à l'autre, l'éducation populaire ne sera pas la même. Perso, je me retrouve pas mal dans l'approche que propose Adeline de Lépinay dans son livre Organisons-nous. Elle y explique que les démarches d'éducation populaire consistent en des dynamiques qui mettent l'accent sur la prise de conscience des oppressions et des privilèges, c'est-à-dire des rapports sociaux structurels et de la place que chacun et chacune y occupe. Ces démarches ne visent pas à apporter une conscience depuis l'extérieur à des personnes qu'on considérerait à conscientiser, mais sont des dynamiques collectives qui permettent aux dominés de développer ensemble une compréhension critique de la société et des origines des inégalités sociales. L'éducation populaire a pour principe de ne pas séparer l'action de l'analyse, ni celles et ceux qui font, réfléchissent et décident. L'éducation populaire n'est pas un ensemble de méthodes pour vulgariser des savoirs. Son objectif est de favoriser l'émancipation et l'émergence de mouvements sociaux de transformation sociale, portés directement par les opprimés. On trouve dans cette courte description pas mal de principes importants, comme le fait que l'éducation populaire soit une démarche dont chacun et chacune ait la possibilité de s'emparer. L'idée au cœur de ce principe est qu'on ne peut pas émanciper quelqu'un à sa place. À ce propos, l'accent mis sur le caractère collectif de l'éducation populaire me semble important, car plus qu'un travail personnel, il s'agit d'un processus de mise en commun des connaissances et des pratiques, de pédagogie de la démocratie. Un autre principe important réside dans le lien qui est fait entre action et analyse, car l'émancipation ne se résume pas à développer notre compréhension du monde, mais touche aussi notre capacité à avoir prise sur celui-ci. Enfin, l'éducation populaire doit se penser sur la base d'un objectif de transformation sociale précis, sans quoi il ne reste plus qu'une coquille vide, vulnérable aux idéologies prônant l'oppression. Bref, vous aurez compris que les contenus de vulgarisation que l'on trouve sur YouTube, aussi bons soient-ils, ne permettent pas une telle démarche. Une audience n'est pas un collectif. Il s'agit tout au plus d'un amas d'individus centrés sur un ou une créatrice. Je pense pas que la vulgarisation politique soit inutile, sinon je serais pas là à produire du contenu sur cette chaîne. Mais il faut être au clair sur ses limites. Ces contenus de vulgarisation nous donnent la possibilité de transmettre des pistes de réflexion à une audience qui n'aurait pas été amenée à les rencontrer dans d'autres circonstances. Mais si on veut que YouTube ne soit pas un obstacle aux démarches d'éducation populaire, il est important que ce qu'on y produit reste un moyen plus qu'une finalité. Ce doit être la première marche d'un processus d'émancipation bien plus large, tel qu'on l'a décrit précédemment. Or, il se trouve que dans bien des situations, ce qu'on pense être un moyen comme un autre d'atteindre un objectif tend à se substituer à ce dernier. J'aimerais vous montrer comment cela peut se produire dans le cas du YouTube de gauche. Pour ça, laissez-moi vous parler du concept de réalisme capitaliste. Dans son livre Réalisme capitaliste, Mark Fisher nous explique comment le capitalisme a imposé, au cours des dernières décennies, l'idée selon laquelle il serait le seul système politico-économique viable. Nous sommes devenus incapables d'imaginer autre chose, de construire une alternative viable au capitalisme qui nous semble atteignable.
Selon les mots de Fredric Jameson, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que celle du capitalisme. La culture populaire, qu'elle se fasse à la télévision, sur les réseaux sociaux ou au travail, baigne dans cette atmosphère, de telle sorte qu'une apocalypse zombie nous semble plus palpable qu'un mouvement de masse anticapitaliste. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses ? Mon but ici n'est pas de vous pousser à la culpabilité, comme s'il aurait suffi que vous, personnellement, vous vous engagiez politiquement pour que les choses soient différentes. D'ailleurs, la manière qu'on a de se mettre la pression de manière individuelle n'est pas sans lien avec la multiplication des burn-out militants. Ce qui me pose vraiment question, c'est le constat de notre impuissance collective, le fait qu'on ne dispose pas d'alternatives émancipatrices au capitalisme. Pourtant, c'est pas les pistes qui manquent, mais nous sommes tout simplement incapables de les comprendre. Je vous parle d'un niveau de compréhension viscéral, qui ne consiste pas en un enchaînement de propositions logiques, mais qui s'incarne. Le genre de choses qui ne se transmet pas grâce à un contenu de vulgarisation. Mais du coup, qu'est-ce qu'il nous reste ? Comme l'explique Fisher, l'anticapitalisme devient dans ce système un produit de consommation comme un autre, un marché comme un autre. L'exemple par excellence de ce phénomène est le film Wall-E, qui nous fait voir un monde ravagé par la consommation de masse et les grandes entreprises. On pourrait analyser ce film selon une grille de lecture anticapitaliste, et c'est d'ailleurs ce qu'a fait le youtubeur Bolchegeek. Mais il ne vous aura peut-être pas échappé l'ironie qu'il y aurait à comparer les humains tels que le film nous les présente, branchés sur leurs écrans et insensibles à ce qui les entoure, et les spectateurs qui sont allés voir le film au cinéma, savourant ce moment pendant que le monde brûle autour de nous. Qu'on le veuille ou non, la consommation de ce contenu à saveur anticapitaliste apparaît comme un moyen pour le réalisme capitaliste de se maintenir. C'est là toute sa force. Il performe notre anticapitalisme pour nous pendant que nous continuons de prendre part à ce système. Plus besoin de nous engager politiquement, tant que nous croyons au plus profond de notre cœur que le capitalisme, c'est pas bien. Selon Slavoj Žižek, le capitalisme repose bien souvent sur une forme de désaveu. On se moque de l'exploitation de manière à mieux la laisser guider nos vies. C'est ce qu'on retrouve par exemple quand on écoute les employés de certains youtubeurs, qui ironisent sur le fait que leur patron pourrait les virer à n'importe quel moment. Et ouais, effectivement, ils peuvent. Mais puisqu'ils ont une conscience ironique de la situation, alors ça va ? Dans cette perspective, le YouTube de gauche n'apparaît pas seulement comme un moyen comme un autre de diffuser des réflexions, mais comme un obstacle potentiel à l'émergence de mouvements sociaux de transformation sociale. La consommation de contenu de vulgarisation peut très vite s'imposer comme une fin en soi, comme une forme de développement personnel comme une autre. On en vient à imaginer qu'il suffit de se changer soi pour changer le monde. On perd de vue le collectif pour ne plus voir la société que comme une somme d'individus à déconstruire. Plus que les mouvements de lutte des opprimés, la consommation devient la méthode de référence pour changer les choses. On se dit que si tout le monde prenait le temps de regarder telle vidéo, on pourrait enfin progresser. La politique est alors vécue comme un fandom, mais au lieu de défendre Sonic, on défend l'anticapitalisme. Et pas n'importe quel anticapitalisme, il s'agit de ma saveur préférée de contenu anticapitaliste. Goût patchwork, la meilleure. Et évidemment, si c'est celle-là que je préfère, c'est bien la preuve que je suis moi-même meilleur que tous ces gens qui ne savent pas l'apprécier. Le militantisme se transforme en une compétition qui vise à s'affirmer soi en même temps qu'on affirme notre idéologie. Une manière d'asséner son capital culturel encore et encore. Ce que je dis là ne signifie pas que finalement tout se vaudrait, et qu'il n'y aurait pas de cause qui vaut le coup qu'on se batte pour elle. Et encore une fois, le but n'est pas non plus que vous vous sentiez pointé du doigt. Par contre, ça pose la question du rapport que l'on entretient à la politique, notamment sur les réseaux sociaux. Ces derniers sont conçus pour maximiser l'engagement, de façon à ce qu'on passe le plus de temps possible à visionner du contenu et à débattre de la montée du fascisme comme on parlerait de n'importe quelle autre passion. Il ne reste de la politique qu'une forme de développement personnel mise au service de notre ego, mais surtout mise au service du capital. Et il se trouve que les vidéastes de gauche occupent une place très importante dans ce dispositif. Bon, je vais sans doute pas vous apprendre grand chose, mais pour les influenceurs et les influenceuses, le nerf de la guerre, c'est l'engagement. C'est tous les j'aime, les commentaires, les partages, toutes ces interactions qui rendent nos contenus visibles et nous permettent d'atteindre le Graal, la viralité. C'est sur cette base qu'on apprécie notre succès. On peut avoir les meilleures idées du monde, mais si personne n'y est exposé, ça n'a aucun intérêt. Pour celles et ceux qui font de la création de contenu leur activité principale, ça joue sur nos revenus. Et plus vicieux encore, ça joue sur notre ego. Alors du coup, il y a pas mal d'astuces pour accroître cet engagement. La première des choses, c'est qu'il faut construire une image de marque cohérente.
Quand les membres de votre audience pensent à vous, elles doivent tout de suite avoir une idée claire de ce que vous pourrez leur proposer. Et tant qu'à faire, ça doit leur donner envie. On vous dira souvent que l'idéal, c'est d'apparaître comme quelqu'un de sympa et accessible. Puis si vous pouvez donner le sentiment à vos spectateurs et spectatrices d'appartenir à une communauté plus large, c'est encore mieux. Vous devez faire en sorte que consommer votre contenu devienne un marqueur d'identité à part entière, que ça dise quelque chose de positif sur les membres de votre audience. Ce sera une bonne manière de les faire participer et revenir. Parce que ouais, je vous l'ai pas dit, mais votre audience peut aussi décider d'aller voir ailleurs. Ou tout simplement, elle peut juste ne pas exister. Tout l'enjeu va être de se faire une place sur un marché où vous échangez du contenu contre de l'engagement. Le moyen par excellence pour exister sur ce marché, c'est de se démarquer. Et le moyen par excellence pour se démarquer sur les réseaux sociaux, c'est le conflit. Il suffit pas d'aller chercher la merde avec le premier type venu. Quoique. Mais ce que vous devez faire, c'est vendre une histoire, même si tout ça repose sur du vent. Le plus important, c'est qu'un maximum de personnes pensent que ce conflit porte des enjeux. Dans l'idéal, si vous avez une communauté, elle ne doit pas seulement vous soutenir, mais elle doit aussi aller à l'affrontement avec votre concurrent. Pas seulement pour vous défendre, mais pour se défendre elle-même, car un affront contre vous, c'est un affront contre elle. Une fois que ce cycle est lancé, il ne vous reste plus qu'à l'entretenir. C'est ainsi que chaque influenceur et chaque influenceuse se construit son petit segment de marché sur la plateforme. Bref, on se rend compte qu'il y a pas mal de tensions entre le rôle de première marche qu'on aimerait prêter au YouTube de gauche et ce à quoi on nous encourage en tant que créateur de contenu. Le fonctionnement des réseaux sociaux s'emboîte parfaitement avec le réalisme capitaliste. Tout est fait pour qu'on garde notre audience sur la plateforme, et que ce qui s'y passe représente le début et la fin du politique. Il ne reste plus qu'à se positionner dans sa niche de consommation préférée. Puis je décris tout ça de manière assez froide, mais il n'y a même pas besoin d'être cynique pour se laisser influencer. Comme les indicateurs qu'on nous fournit ne disent rien de la manière qu'a notre audience de s'approprier notre contenu, c'est assez facile de perdre de vue cet aspect. On se laisse convaincre qu'un engagement important équivaut à une victoire pour nos idées. Et si jamais on doit se compromettre pour capter l'attention, quelle importance si ça fait du clic. Mais disons que vous soyez youtubeur et que vous ayez tous ces enjeux en tête. Comment faire en sorte de ne pas succomber à ces dynamiques ? Le problème, c'est que même avec les meilleures intentions du monde, à partir du moment où vous participez à la plateforme, vous serez impacté que vous le vouliez ou non. Par exemple, faire en sorte qu'une critique portée contre un autre youtubeur ne débouche pas sur une guerre de communauté n'a rien d'évident. Ce sera toujours un peu compris comme « celles et ceux qui consomment le contenu de ce youtubeur sont mauvais, mais vous qui ne consommez pas son contenu êtes bons ». Le risque que les luttes contre les oppressions se résument à des interactions sur les réseaux sociaux n'est pas à prendre à la légère. Et je dis ça en ayant en tête qu'à certains moments, ça vaut carrément le coup de dénoncer certaines choses, mais on ne peut pas en ignorer les conséquences négatives. Puis disons que vous souhaitiez vous opposer aux dynamiques des plateformes, est-ce que ça ne sera pas au final une manière comme une autre de vous positionner sur le marché ? Une manière de vous signaler comme étant plus alerte aux pressions de la plateforme que les autres youtubeurs ? C'est un peu ce qui est arrivé à Peter Coffin, un youtubeur américain qui a consacré beaucoup de contenu aux dynamiques de marché au sein du YouTube de gauche anglophone, qu'on appelle BreadTube. L'une de ses principales préoccupations a ainsi été de mettre en garde contre la manière dont les réseaux sociaux captent notre énergie pour la mettre au service du capital. Seulement, à force de conflits et de désaccords, sa combativité s'est transformée en de l'aigreur, ce qui l'a amené à se positionner contre les autres créateurs de BreadTube. Ce qui aurait pu être une critique intéressante des dérives du YouTube de gauche, comme le fait que le rapport de classe soit assez peu abordé, s'est transformé en un positionnement de marché de plus en plus réactionnaire. Tout ça n'a été qu'une déchéance longue et pénible. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que le YouTube de gauche reste un moyen et ne devienne pas une fin en soi ? Comment faire en sorte qu'on ne succombe pas à toutes ces dynamiques ? Plus qu'un manuel de bonne conduite qui nous dirait ce qu'on doit faire, je pense qu'il faut plutôt garder en tête les points de tension qui existent entre ce vers quoi les réseaux sociaux nous poussent et ce qu'on cherche à y accomplir d'un point de vue politique. Ça touche par exemple à la gestion des relations parasociales, qui peuvent combler un besoin d'approbation compréhensible chez certains vidéastes, mais qui ne sont pas sans danger pour les membres de leur audience. Ça peut vite se transformer en abus. Et ce n'est qu'un point de tension parmi tant d'autres. Si prendre part à la plateforme signifie qu'on tombera à un moment ou un autre dans certaines de ces dynamiques, ça ne signifie pas qu'on devrait s'interdire toute forme de réflexion critique à ce propos. Ce serait beaucoup trop facile. Je pense qu'on a raison d'être exigeant vis-à-vis du YouTube de gauche. Car plus important encore, il faut se rappeler que la relation qui unit les vidéastes à leur audience n'est pas aussi apaisée qu'on aimerait le penser. Notre position sociale nous donne un pouvoir qui est difficile à soumettre à un contrôle démocratique et collectif, aussi bien dans nos organisations politiques que sur les réseaux sociaux.
Cela s'accompagne d'une forme d'exploitation de la part des vidéastes vis-à-vis de leurs fans, qui prend la forme de publicité, d'animation et de soutien dont nous bénéficions directement. Au final, il faut bien se rendre compte que nos intérêts ne sont pas les mêmes que ceux de notre audience, car une fois le succès atteint, nous avons tout intérêt à conserver cette relation sociale, alors qu'il serait dans l'intérêt de notre audience qu'elle soit à terme abolie. En bref, il suffit pas de dire que le YouTube de gauche sera un moyen comme un autre de faire avancer les choses pour évacuer toute réflexion critique à ce propos. Les choses ne sont pas si simples. Évidemment, je souhaite pas que cette vidéo soit comprise comme un signalement que je serais meilleur que les autres. Je pense pas être le premier à évoquer ces enjeux, et il ne faudrait pas non plus que cet examen critique du YouTube de gauche représente le début et la fin du politique. Mais j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre les limites de ma démarche. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo si ce que j'avais à vous dire vous a intéressé. On se retrouve bientôt pour la suite. À plus!